Donc, les Mundurucus sont un peuple indigène, en fait, qui vivent au Brésil, dans un territoire de 20 000 km², situé, en fait, à l'angle de l'État de Pará, de l'État de Mato Grosso et de l'État d'Amazonie. Donc, dans un coin, c'est assez facile à localiser. Et d'ailleurs, après la publicité de Toshiba, on va avoir une carte. Vous n'avez pas un petit truc laser pour... Non. Non, personne n'a ça. D'accord. Bon. Je vais utiliser le... dans un tiroir, je dois aller voir. Bon. Donc... Voilà. Bien. Donc, les Mundurucus sont ici, au centre du Brésil. C'est leur territoire principal. Il y a un autre petit territoire un peu plus au nord, dans l'état de l'Amazonie. Ça, c'est la carte du territoire Munduruku. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de rivières. En fait, je crois qu'on a un film qui montre, n'est-ce pas, les différents voyages. Alors, je pense qu'on va passer le film pour montrer, en fait... bon, alors ça, c'est une jeune fille Munduruku. Alors, c'est important, c'est un peuple de chasseurs-cueilleurs, mais qui utilise des techniques agricoles dites de jardinage sur brûlis. C'est important parce que certaines personnes m'ont dit oui, en fait, ils ne savent pas compter parce que bon... toute personne ne sachant pas jardiner ne sait pas compter. Bon, mais c'est visiblement pas vrai. Bien, alors ça c'est une animation qui a été faite par la vidéothèque du CNRS. C'est pas moi qui ai fait l'eau, mais c'est pas si mal. Et donc voilà le territoire Munduruku en rouge et en fait les différentes missions. J'espère. Voilà, alors maintenant le territoire Munduruku apparaît en grand et on va voir en fait à l'intérieur les différents voyages. Alors ça a été le premier voyage. La deuxième mission. C'est pas grave. Et la dernière mission. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, on a eu accès à une population assez hétérogène finalement, ce qui est bien, parce qu'on peut voir en fait s'il y a des différences ou s'il n'y en a pas. Et précisément, il n'y en a pas. Les Munduruku ont un lexique de nombre réduit. Ce n'est pas une propriété extraordinaire. C'est une propriété, à ma connaissance, partagée par la plupart des peuples qui vivent en Amazonie. Des peuples indigènes qui vivent en Amazonie, bien sûr. Ce qui nous intéressait, c'était que cette propriété permettait a priori de souligner l'indépendance du sens des nombres en tant que faculté cognitive, et qui est une faculté qui, d'une certaine façon, sert à évaluer les quantités, et l'indépendance de cette faculté du calcul exact. C'est-à-dire que, comme on va le voir, les Munduruku peuvent évaluer, mais en fait, ils ne peuvent pas faire de calcul exact. C'est très important. Donc, et d'autre part, ça permettait d'envisager, dans une certaine mesure, l'indépendance de la notion de nombre
et là il y a peut-être différentes représentations de nombres d'ailleurs, la faculté de langage, alors que par exemple pour Chomsky, le nombre découle tout simplement d'une propriété de la langue qui est la récursivité. Or, cette langue a très peu de récursivité. Bon. Mais, comme vous le voyez sur l'écran, j'ai dit, mais la représentation du nombre est-elle unique? C'est-à-dire, en fait, il se peut très bien qu'on ait différents types de nombres. Par exemple, on a les nombres approximatifs, les nombres ronds et les nombres exacts. N'est-ce pas? Même en français. Bien. En ce qui concerne le vocabulaire Munduruku, il ne manque pas d'intérêt parce que, en fait, il permet d'exprimer ce que j'ai appelé la numérosité, à défaut d'avoir trouvé un autre terme. Je préfère numérosité à nombre, c'est-à-dire une quantité. Mais le vocabulaire est limité, comme on va le voir, mais il possède déjà, et ça c'est extraordinairement curieux et intéressant, une syntaxe complexe. C'est-à-dire qu'on a, en fait ce n'est pas marqué, mais on a pang, qui veut dire un, ça s'écrit P-U-G, d'accord? On a shep-shep, qui s'écrit deux fois X-E-P, qui veut dire deux. Et ensuite, on a ebapang, 3, qui veut dire vos deux bras plus 1, c'est-à-dire 3. On a ebadipdip, qui veut dire 4, et qui veut dire littéralement la plus grande somme de vos deux bras. Et d'autre part, on a le dernier nombre, dans le sens qu'on va définir d'ici peu, qui est pangpongbi, qui veut dire une poignée. D'accord? Je vous laisse décider si une poignée c'est simple ou pas. Bien. Alors, en fait, comme vous le voyez à l'écran, les nombres Munduruku ne semblent pas très différents des expressions de quantité approximative, telles qu'en Munduruku AD, qui veut dire beaucoup, ou AD-nye, qui veut dire pas beaucoup, peu, à l'exception possible des expressions numérales pour 1, 2 et 3, que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes les langues du monde. C'est quelque chose que je voulais vous dire. Je crois qu'il n'existe pas de langue où on a en fait moins de nombres que 3. Alors évidemment, vous pourriez me dire, oui, mais il y a des langues où il n'y a que 2. Mais ce que je dirais un peu dans l'esprit de benveniste, c'est qu'on a 1, 2 et l'autre. Et donc on a 3 finalement. C'est-à-dire que le 3, c'est le non-nombre, comme la troisième personne, c'est la non-personne. D'accord? Il ne semble pas y avoir de principe de cardinalité. On verra ce que ça veut dire plus tard, parce que là, c'est un peu tôt peut-être pour l'introduire. Alors, pour en fait tester... on peut passer à l'image suivante? Merci. Parce que je veux être sûr qu'on parle de la même chose. Pour en fait tester les capacités cognitives des Munduruku, vous voyez clairement que je me place dans une approche cognitive, c'est-à-dire que ce n'est pas une approche sociologique. Autrement dit, quand j'ai commencé cette étude, la plupart me disaient, bien sûr, les Indiens ne comptent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et ce que je disais, c'est ça n'a pas de sens. Je ne vois pas pourquoi un Indien n'a pas besoin de compter. Oui. Non, c'est une langue orale, comme la plupart des langues indigènes. J'ai oublié ce point, mais c'est un point très important. Vous pensez à quelque chose de précis? C'est une question intéressante. Si vous voulez,
on a un film sur Internet, je pourrais vous donner le site, mais ils vont faire ça, d'accord? Chep, ils vont faire ça, et ainsi de suite. Et Pampambi, comme ça, d'accord? Donc, ils ont une manière, c'est associé avec des signes de la main, mais, et nous reviendrons sur ce point, ils n'ont pas de technique, disons, sophistiquée, telle qu'un boulier. Ils n'ont pas des marques sur un os ou sur une pierre. Ils n'ont même pas, quand je dis ils n'ont même pas, c'est pas péjoratif, mais ils n'ont pas de technique, contrairement à certaines populations, comme par exemple des tracés sur le sable. D'accord? Et c'est intéressant, il faudra se demander pourquoi, parce que je ne suis pas en train de vous faire une conférence d'anthropologie, je suis en train d'essayer d'expliquer pourquoi c'est comme ça et quelles sont les implications pour vous en tant qu'enseignant. D'accord? De mon point de vue, bien sûr. Après, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Bien, alors, le premier test, on a fait un test de numération. Alors, un test de numération, c'est quelque chose d'assez simple. Comme Didier Paul l'a très bien fait, puisque c'est lui qui a fait le diaporama, on leur montre un ensemble de points. Et ces ensembles de points qu'on va leur montrer sont de densités différentes, avec des luminosités différentes. Il y a toutes sortes de paramètres qu'on a pris en compte pour voir si ça jouait un rôle ou pas. Ça ne joue aucun rôle. Alors, on leur montre des nuages de points, de 1 à 15, donc, et on leur demande d'associer à ces nuages des expressions de numérosité. Image suivante. Voilà le